Bien qu'il soit difficile de définir avec précision et universalité ce que nous appelons aujourd'hui le design, Mathieu Lehanner y navigue avec aisance depuis plus de 15 ans, sans jamais se sédentariser dans un domaine d'application particulier. Alors rien ne servirait de citer les grands noms de ses clients ou de ses collaborations pour illustrer avec quelle virtuosité il croise les compétences et avec quel enthousiasme il s'attelle à des commandes d'une ampleur indicible, comme le réaménagement du Grand Palais par exemple. J'éviterai de rappeler une fois de plus qu'à la sortie de l'ENSI, son projet de diplôme objet thérapeutique intégra dans la foulée la collection permanente du MoMA, le propulsant rapidement sur l'avant-scène de notre discipline adulée, le menant très tôt à être l'un des porte-étendards du design en France et à l'international. Alors sans jamais se suffire d'un modèle créatif particulier, Mathieu Lehanner jongle avec les savoirs et les matériaux. Des matières classiques, en passant par les marbres, la lumière, l'eau, et jusqu'aux nouveaux outils numériques, il sait faire dialoguer, et ce toujours avec un profond respect des méthodes de production et une inventivité certaine dans le choix des modes d'application, l'âme qu'il donne à ses projets et la place toujours primordiale de l'individu, répondant ainsi au projet avec sincérité et précision, comme s'il répondait à une énigme qui lui était posée, comme vous aimez l'expliquer, je crois. Ce qui semble faire sa force alors, c'est cette volonté intarissable de voir le design comme une discipline polymorphe, qui ne se réduit pas à la simple fonction d'un objet, mais tend à formuler des interrogations et à questionner le champ dans lequel il s'apprête à s'inscrire. Rien n'est juste affaire de fonction, d'esthétique ou de technologie. Mais à l'heure où la frontière entre art et design est discutable, comme le témoigne son affiliation à la Carpenters Workshop Gallery, entre autres travaux manifestes comme la pièce Liquid Marble, Mathieu Lehanner reste un fer de lance pour la profession de designer, en démontrant ainsi que le design est une discipline en devenir et qu'il ne tient qu'à nous, designers, de la mener à grandir au-delà du carcan populaire du beau dans l'utile, afin de voir émerger et prospérer cette science qui nous enivre. Nous sommes donc vraiment très honorés d'accueillir Mathieu Lehanner, qui a été choisi comme invité spécial pour clore cette matinée, non pas seulement au titre de cette thématique autour de la temporalité, mais parce que son travail recouvre et est emblématique de l'ensemble des thématiques de ce colloque. Alors merci Mathieu Lehanner, merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous faire partager cette singularité qui est la vôtre. Mais avant de vous laisser la parole, puis-je vous poser une question ? Allez. Comment démontre la liste impressionnante du Mathieu Lehanner in few words que vous nous aviez envoyé pour la préparation de ce colloque ? Vous semblez avoir accompli un nombre pharaonique de projets. Mais d'un rapide coup d'œil, d'un rapide coup d'œil sur le passé, seriez-vous en mesure de m'expliquer si oui ou non les remords et les regrets doivent faire partie de la démarche du designer d'aujourd'hui et de demain ? Merci. Sur la question des remords et des regrets, c'est une question qu'on pose souvent aux mourants. Donc je vous propose qu'on se revoie au crépuscule de ma vie, sur mon lit de mort, et je répondrai à votre question, parce qu'il me reste un peu de temps, j'espère. Il existe une route autour du lac Michigan, aux États-Unis, et qui est sur l'image là derrière moi, et qui est une très belle route, et qui borde évidemment ce lac. Et comme vous le voyez sur l'image en couleur, cette très belle route débouche sur un virage relativement serré, sauf que c'est une route sur laquelle on va relativement vite, et que les autorités se sont arraché les cheveux et les neurones pour essayer de trouver une solution pour que les automobilistes évitent de finir dans le lac. En fait, il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, parce qu'évidemment, grisés par la voiture, grisés par la vitesse, grisés par le cinéma américain, grisés par la sensation absolument sublime et virile de la vitesse, évidemment, le lac défilant, on appuie sur l'accélérateur et on finit un peu trop tardivement, ne pouvant pas obliquer directement dans le lac. Et donc, évidemment, les politiques, administrations se sont interrogées, comment faire. Donc ils ont mis des policiers pour essayer de contrôler, verbaliser. Ils ont écrit tout un tas de choses, ils ont fait des communications dans les journaux locaux, etc. Tout simplement en invitant les automobilistes à calmer, à être conscients du danger, etc. Tout ça n'a pas fonctionné parce que finalement, toutes ces bonnes intentions, tous ces conseils, toute cette morale, si on peut dire, toutes ces préventions n'ont aucune
accroche face à la puissance, effectivement, de la sensation de vitesse telle qu'on peut la ressentir. Et donc, des gens, je ne sais même pas leur nom, ont eu cette idée absolument géniale et peut-être inspirée d'ailleurs par la stratégie des jeux vidéo de peindre sur la route, de façon perpendiculaire au sens de la trajectoire de la voiture, des lignes comme ça. Et ces lignes vont se rapprocher progressivement au fur et à mesure qu'on se rapproche du virage fatidique et mortifère. Et donc, qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est que vous roulez et sans accélérer, vous avez évidemment la sensation trompeuse de la vitesse parce que les bandes blanches s'accélèrent et donc sans accélérer, finalement, je retrouve la puissance excitante de la vitesse, mais sans les dangers inhérents qu'elle induit. Ce qui est très beau dans ce projet-là, c'est que c'est pas un projet manifeste, c'est pas un projet artistique, c'est pas un projet graphiste, c'est un projet pour moi absolument de design et qui finalement envisage la résolution d'un problème aussi sérieux, si on peut dire, que la sécurité routière, non pas sous un angle, je dirais, standard, mais finalement en se reposant la question de qu'est-ce que ressent, qu'est-ce qu'est en train de vivre la personne au volant de sa voiture. Il existe un autre objet dont je sais et je serais, s'il y a un remords, c'est celui de ne pas avoir inventé cet objet-là. Voilà, j'en cherchais un, on en reparlera sur mon lit de mort, mais ça, c'en est un. Et qui, un peu à l'image du projet précédent, a envisagé la résolution d'un problème de façon absolument pragmatique et finalement assez complexe. La problématique, on la connaît, en tout cas la partie masculine de l'assistance la connaît sans doute, qui est qu'on a beaucoup de mal à viser correctement dans les pissotières publiques. Ça, c'est lié à notre physiologie. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on en met un peu partout et que faire? Est-ce qu'on met un écriteau dans la pissotière en demandant de faire attention? Mais bon, c'est pas le problème. Est-ce qu'on nous invite finalement à penser au prochain usager en se disant bon, il faut que je fasse gaffe parce que le prochain, il faut qu'il trouve une pissotière propre. Mais on sait bien qu'on se fout pas mal de notre prochain. Et donc, de la même manière que sur la route, ils ont eu une idée absolument géniale en se disant mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme face à une pissotière? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on continue sur un mode finalement assez primitif et assez archaïque à considérer son sexe un peu comme un fusil ou un pistolet, c'est selon. Et finalement, en apposant une petite mouche à un endroit très stratégique de la pissotière, en gros là où se retrouvent les courbes de la céramique, ça induit et ça nous invite à viser directement la mouche. Et ce qui est assez fascinant, c'est que si vous découvrez la mouche la première fois, vous visez effectivement la mouche de façon assez archaïque et primitive. Mais si vous revenez une deuxième fois, parce que c'est dans des lieux publics, vous allez reviser la mouche. C'est-à-dire que vous savez, vous avez compris la supercherie, mais que finalement, comme un jeu vidéo, vous acceptez de vous y reprêter et vous continuez à viser de façon comme ça, quotidienne, si vous prenez le train tous les jours. Vous continuez de viser la mouche de cette manière-là. Et donc, ce qui est assez, pour moi, fascinant dans ces approches-là, c'est que finalement, il considère l'homme pour ce qu'il est absolument. Donc, dans sa dimension à la fois psychique, neuronale, physique, physiologique, relationnelle, etc. Et que finalement, vont à chaque fois choisir le bon moyen de parvenir à la bonne réponse. Alors, c'était évoqué dans l'introduction. Mon projet de diplôme, je sais qu'on est dans une école ici, mon projet de diplôme était sur les médicaments. Et donc, les médicaments, c'est une problématique assez passionnante parce que c'est un pur objet industriel, mais c'est évidemment un pur objet qui va interagir directement avec la conscience que j'ai de mon corps, avec la peur que j'ai de la maladie, etc., etc. Et donc, je me suis interrogé sur la façon d'améliorer ce qu'on appelle l'observance du médicament, qui est finalement tout ce qui nous amène, tout ce qui nous induit à utiliser le médicament de façon la plus adéquate possible en fonction de son dosage, de sa prescription, etc. Et donc, ça s'est traduit par une dizaine de propositions. Je vous en montre une ici,
qui est dédié plutôt aux enfants, qui est un traitement pour les asthmatiques, et dont le principe finalement est de jouer de la relation, et de faire comme si finalement ce n'est pas l'enfant qui va sentir qu'il est dépendant d'un médicament, dépendant d'une substance, dont il serait évidemment victime de la maladie, en l'occurrence l'asthme, mais on va essayer de modifier la relation et donner le sentiment à l'enfant que c'est lui qui va prendre soin de son médicament. Et le principe, c'est qu'au fil de la nuit, l'objet qui est laissé la veille de façon très géométrique, comme ça, très pure dans sa forme de rectangulaire, va se gonfler au fil de la nuit, et lorsque l'enfant se réveille au petit matin, il voit que l'objet qu'il avait laissé absolument euclidien la veille est devenu une sorte de monstre un peu informe, et que finalement, non pas pour se sauver lui-même, mais pour sauver son médicament, il va le porter à sa bouche et absorber tout le principe actif contenu finalement dans l'objet lui-même. Alors, cette approche relationnelle, elle a aussi évidemment des répercussions, et on le voyait un peu sur le sentiment optique et physique de la vitesse, mais des répercussions directement physiologiques. Et sur la physiologie, je m'intéresse aussi à la façon dont, comment des éléments, des paramètres absolument non pas passés, non pas futurs, non pas actuels, mais finalement d'une chose qui nous accompagne depuis qu'on a quitté la caverne, de quelle façon elles vont absolument agir et continuer d'agir sur nous. Par exemple, au moment où la nuit tombe, au moment où le soleil se couche, il se passe plusieurs paramètres. Évidemment, la lumière va diminuer. Évidemment, le son va diminuer lié à la diminution de l'activité humaine, que ce soit dans ma caverne ou dans ma tour. Et la température liée à la descente du soleil, évidemment, va aussi diminuer. Évidemment, ces trois paramètres-là, absolument, j'ai envie de dire, basique, archaïque, primitif. Évidemment, le monde aujourd'hui tel qu'il nous est proposé, technologique, moderne, robotisé, quelle que soit finalement l'approche qu'on lui donne, finalement nous éloigne de ça, parce que la baisse de la température, je sais la gérer depuis quelques décennies, la baisse de la lumière du soleil, je sais la gérer depuis quelques siècles. Donc finalement, de quelle façon un objet, et là en l'occurrence un lit, est capable de nous reconnecter avec ce qui nous constitue comme finalement des stimuli extérieurs qui vont agir et qui continuent d'agir absolument naturellement sur notre organisme. Et donc l'objet que vous avez devant les yeux, c'était une demande en fait d'un hôtel qui appartient à Veuve Clicquot, les Champagnes, et ils m'ont demandé tout simplement de décorer une chambre. Je me suis dit, ok, décorer une chambre, bon, pourquoi pas, et à la fois, à quoi bon? Et donc, je leur ai proposé plutôt de dessiner un lit qui, justement, jouerait de ces paramètres-là, lumière, son, température, tels qu'ils sont aujourd'hui utilisés dans les cliniques du sommeil pour les gens qui ont effectivement de l'insomnie chronique ou pas mal de problèmes de dépression ou autres, les empêchant de rentrer dans le sommeil. Et donc, finalement, le principe de ce lit-là, et de réutiliser ces différents paramètres naturels et sous un mode artificiel de leur redonner finalement l'efficacité qu'ils ont sur notre corps. Donc le principe il est assez simple, vous rentrez, vous vous allongez, en touchant la plante qui est elle-même connectée à des capteurs, je vais déclencher le programme, et donc ce qui va se passer c'est que automatiquement le rideau se ferme. Donc le spectacle peut commencer. C'est un peu l'inverse du cinéma ou du théâtre, où le spectacle commence quand le rideau s'ouvre. Là, c'est un peu l'inverse. Le rideau se ferme et donc la lumière va diminuer progressivement sur une séquence de 15 minutes. Le son va être absorbé par des systèmes de bruit blanc qui vont en absorber la perception par notre oreille. Et la température va aussi diminuer d'un demi-degré. Et donc ces quelques éléments absolument basiques de nos capteurs internes vont faire tout simplement que le cerveau, à partir du moment où il accepte de jouer le jeu, mais c'est un peu comme la mouche, j'ai compris la supercherie, mais je n'essaie pas de lutter, je joue avec ce qui m'est proposé. De cette façon-là, le cerveau va effectivement lui-même générer ses propres somnifères naturels, et même pas sous la forme d'hypnose, mais va finalement se laisser aller à ce cycle absolument naturel jour-nuit qui va évidemment m'emmener plus vite et plus loin dans le sommeil. Alors, cette relation archaïque aux éléments extérieurs, elle peut être effectivement technique, électrique, technologique, comme on le voyait précédemment. Elle peut être aussi, à mon sens, absolument inerte, si je peux dire.
moi, j'ai une éducation religieuse, et donc j'ai assisté à des messes interminables. Et une des choses qui m'a le plus marqué, c'était de me dire, finalement, il y a quand même un homme qui a marché sur l'eau. Et ça, c'était quand même peut-être un des vecteurs d'imagination les plus forts pour mes longues heures passées à étudier le catéchisme. Et donc, quelques années après, je me suis attelé à cette mission, non pas de me faire devenir Jésus, qui n'est pas mon objectif et qui ne sera pas mon remords ni mon regret de ne pas y parvenir, mais de quelle façon finalement je peux permettre éventuellement de marcher sur l'eau, mais aussi de faire l'expérience qu'on a tous fait, c'est-à-dire de se trouver face à une mer, à un océan, à une chose en mouvement, et dont finalement je me rends compte que je reprends conscience à ce moment-là que je suis vivant. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de parler, je n'ai pas besoin même de penser, je n'ai même pas forcément besoin de me souvenir de quoi que ce soit, c'est même pas un support de la méditation, c'est un support de waouh, je suis en train de respirer, je suis vivant face à une mer ou un océan. Et donc je voulais voir si finalement cette expérience qu'on connaît tous, on était capable de la retrouver de façon, je dirais, maîtrisée, de façon stabilisée, de façon presque artificielle. Et donc pour ça, j'ai utilisé des logiciels utilisés par le monde du cinéma, capables de façon géométrique et algorithmique de reproduire de façon absolument parfaite les mouvements de l'eau, des courants, de la crête des vagues, de la douceur des courants, etc. Et de transformer ces paramètres digitaux sur des éléments capables de faire que des machines vont sculpter directement des blocs de marbre. Et donc ce qu'il en résulte, c'est finalement une sorte de mer ou d'océan comme ça, fossilisé, pétrifié, donc évidemment qui n'est plus acteur de mouvement, qui n'est plus une réponse directe à ma respiration et à mon cycle évidemment physiologique de vie, mais par les simples effets de la lumière, par le simple effet de mon mouvement autour de cette chose qui effectivement n'est plus un élément liquide ou n'est plus un élément en mouvement, est capable, vous en ferez peut-être l'expérience, de vous remettre face à cette situation où c'est comme si finalement mon rythme cardiaque descendait légèrement. La pièce a été présentée il y a quelques temps au V&A à Londres, et donc dans une salle où il n'y avait que ça. Et le commissaire m'a rapporté quelques temps après qu'un couple d'Indiens, dont j'ignore l'âge, était venu plusieurs jours de suite. Et il y avait un petit banc qui était là, à proximité de la pièce. Et donc, ils s'asseyaient là, un homme, une femme. Et ils s'asseyaient là et, semble-t-il, au dire des gardiens, ne parlaient pas, ne se parlaient pas, et étaient face à la pièce. Et de temps en temps se levait, faisait le tour et revenait. Et finalement, l'objet que je ne veux pas considérer comme une œuvre d'art, mais comme finalement un support, comme une chaise peut être un support, mais celui-là c'est un support d'un autre ordre, mais pour moi un support, qui effectivement est une sorte aussi de renvoi de ce que je vis de façon là plus interne. Un autre projet qui joue aussi de la pierre et qui joue aussi d'une demande là, qui venait d'un client, qui est un client un peu particulier, qui est un prêtre, vieux monsieur, et qui vient me trouver un jour et qui me dit, voilà, j'ai une très belle église romane du XIe siècle, et le cœur de cette église n'est pas à la hauteur de l'église elle-même. Et donc, il commence à me dresser un peu l'ensemble de son cahier des charges, me disant, voilà, je veux que quand on rentre dans l'église, on vive une sorte d'appel du cœur de l'église, qui est l'endroit un peu stratégique du monument église. Je veux qu'on soit croyant, qu'on soit touriste, qu'on soit pèlerin de Compostelle, et passant par là, je veux qu'on ne traverse pas le cœur de l'église comme on traverserait une place de village. Donc je veux qu'effectivement, sans besoin d'écrire, sans besoin de mettre des barrières, qu'effectivement on ne le traverse pas de façon, je dirais, inconsciente sur sa dimension sacrée. Et puis, me parle aussi d'éléments où, et c'est un peu à l'image de la structure ici, c'est que j'ai besoin, comme prêtre, d'être en hauteur pour parler à mes fidèles, mais je ne veux pas que cette mise en hauteur soit perçue comme une hiérarchie, comme un podium, comme une estrade. Donc, il m'envoie finalement tous ces éléments
de cahier des charges, de brief, comme on dirait ce mot affreux dans le monde du design, et me dit voilà, fais ce que tu peux. Et donc l'idée vient de faire comme si on avait fait émerger du sol, ou à l'inverse, comme si était déjà dans le sol une sorte de pierre monumentale, et que l'église était venue s'enfoncer, si je peux dire, comme on le ferait avec un seau sur la plage, c'était venu s'enfoncer comme ça dans le sol et faisant émerger cette masse blanche. L'idée était finalement de retrouver à la fois structurellement et en termes d'approche visuelle une chose qui évidemment vous attire, une chose qui évidemment vous met dans un certain état non pas juste de contemplation, mais d'une chose qui doit s'imposer sans vous écraser. Et donc la façon dont on l'a dessiné, en fait, est venue de la façon dont les romans, que ce soit scientifiques, architectes ou même penseurs du temps roman, considéraient ou envisageaient l'urbanisme ou l'architecture. Et donc, en farfouillant un peu là-dedans, il ressortait que la dimension tellurique des choses, donc la dimension absolument terrienne de la pierre, du sous-sol, de la géologie, était une des composantes absolument maîtresse. C'est-à-dire que la position de l'église dans la ville, dans le village, n'était jamais question de stratégie urbaine, mais de question de se dire ici, il y a une force que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Donc le scientifique va la déterminer, ou plutôt va la lire au regard de la science, de la géologie et du sous-sol, là où le croyant va lui voir une sorte de réapparition divine venant par le sous-sol. Peu importe, en tout cas, la dimension tellurique devenant effectivement un élément constitutif de l'Église elle-même. Et donc là, l'idée, et ça rejoint un petit peu la thématique du passé et du futur ici, c'est-à-dire comment retrouver une sorte d'esprit roman sans à aucun moment s'aventurer dans le fait d'essayer de singer un esprit roman, ce qui n'aurait évidemment aucun sens au XXIe siècle, soit 10 siècles après les premières pierres de cette église-là. Et donc l'objet cœur s'est finalement construit comme une sorte d'expansion d'ondes telluriques partant finalement du cœur même de l'église, traversant les piliers qui la constituent et partant comme ça également vers l'extérieur. Et puis, une fois que la forme apparaissait, évidemment, on est venu réintroduire des éléments, je dirais, plus techniques, plus ergonomiques, plus nécessaires, comme des emmarchements. Le baptistère, à l'inverse, lui, on est venu recreuser dans le marbre. Donc finalement, retrouver aussi, quand je parlais tout à l'heure d'archaïque, retrouver aussi des propositions qui, effectivement, n'essayent pas de venir référencer culturellement des objets existants appartenant à telle ou telle époque, mais finalement proposant une lecture beaucoup plus intuitive de l'enfant, du fidèle, du pèlerin, du visiteur de passage, et venant dans cette église-là. Juste une parenthèse, j'ai assisté, c'est assez rare qu'on inaugure un hôtel en France, parce que les églises ne vont pas très bien, mais j'ai assisté du coup à la consécration, donc, qui est finalement le stade ultime de la bénédiction du cœur. Et il y avait sur cette zone-là une trentaine d'évêques avec des grandes cannes et aspergeant l'ensemble d'huile et fouettant l'ensemble comme ça avec des rameaux d'olivier. Un moment absolument sublime, ça c'est voilà. Et puis je voulais terminer avec un projet un peu plus récent qui était une demande aussi un peu particulière, là n'émanant pas d'un prêtre, mais émanant d'un hôpital. Et en l'occurrence l'hôpital des Diaconesses à Paris, qui a un service assez en pointe qui est sur la fin de vie. C'est peut-être là qu'on se retrouvera pour répondre à la question sur les remords et les regrets. Et qui a ce service de soins palliatifs, donc vraiment les derniers jours, peut-être les dernières semaines de vie des patients. Et le chef de service m'explique qu'il a une équipe absolument top niveau, il a tout le matériel technique, robotique, chimique, thérapeutique à disposition. Ils ont une connaissance extrêmement fine et une expérience accumulée extrêmement forte de la gestion, je dirais, psychologique et relationnelle de la fin de vie, mais
semble-t-il, d'après ses dires, il manque quelque chose. Quelque chose qui, à ce moment-là, ne parvient pas à définir, qu'il n'essaye même pas, et je ne l'invite même pas à ce moment-là à essayer de le définir. Est-ce que ce serait un aménagement? Est-ce que ce serait une œuvre artistique? Est-ce que ce serait un objet de design? J'ai envie de dire, peu importe. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec eux en assistant à des réunions d'échange entre l'équipe thérapeutique, infirmières, médecins et autres. Et je leur ai proposé d'installer dans chacune des 20 chambres du service une fenêtre supplémentaire. Et cette fenêtre, finalement, elle vous restitue comme une fenêtre l'extérieur, en l'occurrence un ciel, sauf que ce ciel-là ne sera pas le ciel d'ici et maintenant, comme une fenêtre classique vous le propose, mais ce que sera le ciel de demain. Et demain, en n'importe quel point du globe. Le demain, effectivement, pour moi, il avait un sens parce que dans ces soins palliatifs, on vit, et les patients vivent, le seul jour, en tout cas vont le vivre une fois, le seul jour qui n'est pas suivi d'un lendemain. On a tous la chance, et l'immense chance, c'est qu'on a constamment un lendemain. Et je prenais conscience à ce moment-là qu'on nous passons notre temps à parler du lendemain. C'est-à-dire ce que je vais faire demain, ce que je vais faire le week-end prochain, ce que je vais faire pendant mes vacances, ce que je vais faire à ma retraite. Et donc nous passons notre temps, par confort ou par nécessité, à repousser, toujours à s'ouvrir en tout cas un champ de vision qui va traverser demain et offrir ce qui arrive après. Sauf à ce moment-là, et c'est peut-être une des raisons des angoisses extrêmement puissantes qui prennent les patients, c'est que le jour n'est évidemment, ou le dernier jour ne sera pas suivi d'un lendemain. Et donc l'idée de proposer ce que sera le ciel du lendemain était aussi une façon détournée de venir défier finalement un peu ce dernier jour et de se dire finalement, même si je meurs demain, je sais à quoi, ou même si je meurs aujourd'hui, je sais à quoi demain ressemblera. Et je sais à quoi demain ressemblera en n'importe quel point potentiel du globe parce que, évidemment, pour des raisons relationnelles, intimes, familiales, on n'a pas nécessairement envie ou besoin de se connecter à mon ciel de Genève ou à mon ciel de Paris, mais parce que ma famille vit à Marseille, parce que mes parents sont partis à Moscou ou parce que ma tante vit en Bretagne, c'est son ciel que j'ai envie de voir pour être davantage connecté avec elle. Et donc l'objet a pris la forme d'une sorte de hublot qui volontairement essayait, je dirais là pour le coup, de se fondre dans un langage, je dirais, de technicité, d'optimisation, de facilité de nettoyage du monde hospitalier, et qui à la fois apparaissait comme une sorte d'ouverture, de hublot supplémentaire sur ce que sera demain et ce que sera potentiellement ailleurs. Et ce qui m'a été rapporté, c'est que, et c'était d'ailleurs l'objectif inavoué, ou en tout cas le cheval de Troie du projet, c'est que, évidemment, ce projet-là, est un peu à l'image du marbre liquide qu'on voyait tout à l'heure, nous met dans une condition, je dirais, non pas de contemplation, de méditation, mais de reprise de conscience de ce que je vis, et c'est déjà un miracle en soi, et qu'il était cheval de Troie aussi parce qu'à destination des familles. Il faut arriver à imaginer, et c'est le travail que j'ai fait quand je travaillais sur ce projet-là, pousser la porte pour aller visiter votre mère, votre père, votre cousin, votre frère, votre enfant, etc. Et avec cette problématique de se dire, mais de quoi on va pouvoir parler? Parce qu'effectivement, parler de demain devient compliqué, faire des blagues devient casse-gueule. Donc de quoi puis-je parler avec quelqu'un potentiellement sans lendemain? Et ça, c'est tel que c'était rapporté par l'hôpital, un des vrais problèmes. La gestion de l'angoisse du patient est une chose gérable, si je peux utiliser cet affreux mot. Par contre, la problématique relationnelle du patient qui doit rester dans une relation familiale et affective avec ses proches devenait un point absolument critique. Et finalement, en ramenant cette idée de ciel qui a cette dimension religieuse, métaphysique presque, spirituelle pour le patient, devenait aux yeux de la famille une station météo. Dans tout ce qu'elle a de plus vulgaire, simple, gadget, le mot était employé tout à l'heure. Et la station météo permet de ramener paradoxalement la vie
dans la chambre. C'est-à-dire que là, on refait l'exercice mental. Je vais voir mon frère, je pousse la porte, et donc mon cœur bat un peu, je suis un peu intimidé, les larmes montent un peu, sauf que il s'est connecté sur Marseille, et je vois le ciel de Marseille, en tout cas demain, en train de se dérouler devant mes yeux, et la conversation part sur le temps qu'il fait demain à Marseille. C'est rien, c'est ce qu'on a souvent considéré comme une discussion de concierge. Je ne crois pas du tout, je crois au contraire que la dimension climatique, de lumière, de température, c'est pas juste le fait d'en parler n'est pas juste une relation, je dirais, polie et diplomatique avec son compagnon ou sa concierge, mais au contraire une chose qui nous constitue absolument et profondément et physiologiquement. Et du coup, en ramenant cette station météo, la conversation, de façon la plus naturelle possible, repartait au sein de la chambre. Et pour finir, sur ce même projet, on me ramenait parce que je posais effectivement beaucoup la question aux infirmières, aux infirmiers, aux chefs de service, comment l'objet est vécu. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Et une anecdote m'était rapportée qui est une femme venant d'Afrique de l'Ouest, si ma mémoire est bonne, parce que l'hôpital étant très très réputé, les gens du monde entier viennent ici finir leur vie. Et elle demandait toujours aux infirmières qui avaient l'iPad et la gestion finalement météorologique du monde entier. Le patient et cette femme demandent à l'infirmière un ciel différent tous les jours. D'habitude, on en choisit un, qui est celui de ses enfants, de ses parents, d'un endroit où on veut aller. Mais là, c'est tous les jours un site géographique différent. Donc, c'était un jour, je voudrais le ciel de Tokyo. Et puis le lendemain, je voudrais le ciel de Los Angeles. Et puis le surlendemain, je voudrais Washington, etc., etc. Donc l'infirmière, avec son iPad, évidemment, de façon évidente, se conformait à la demande et proposait le ciel en question. Et après quelques jours, l'infirmière demande à la patiente, mais il n'y a aucun problème pour changer votre ciel tous les jours, mais pourquoi vous voulez changer pourquoi ce voyage finalement à travers le ciel Et donc la femme lui répond, mais en fait c'est parce que moi le ciel de Paris ou le ciel de Bamako, ou d'ailleurs, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse c'est de suivre mon fils. Et mon fils est pilote de ligne, et donc je sais partout où il va aller, et grâce à votre système, en fait, je peux lui envoyer un petit SMS et lui dire, mon petit chaton, mets ton chandail parce que demain à Washington il neige. Et donc finalement, cet objet pouvant être perçu comme un objet compliqué. Il y a un ordinateur là-dedans, il y a un écran, il y a des connexions Wi-Fi, il y a un programme qui retransforme l'information climatique en animation permanente, donc les nuages se déplacent comme ça sur l'écran. Donc cette espèce de complexité technique, technologique, designique, si on peut dire, de produit, in fine, ne devenait, et c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir, qu'une relation de la mère à son fils, la mère voulant demeurer une mère jusqu'à la dernière minute. Je vous remercie.